Nous sommes le 7 août, j'ai déjà lu 3 livres. Si on en discutait un petit peu. Premièrement, il faut savoir que je me suis toujours trouvée très nulle pour faire des critiques de livres. Je ne sais jamais quoi dire, que ce soit en positif ou en négatif. Et en plus, j'ai, je sais pas, une mémoire courte ou une mémoire sélective, ce qui fait qu'à la fin du mois, je me rappelle pas de ce qui s'est passé dans les livres que j'ai lus. Une fois qu'ils sont lus, c'est fini, au revoir et au prochain. Donc du coup, je me suis dit que quand je terminais un livre, je pourrais venir en parler directement, ce qui fait que si vraiment j'arrive à en lire autant que je voudrais ce mois-ci, vous allez avoir plusieurs looks dans cette vidéo. Donc du coup, tout ça pour dire que ça va probablement être un petit peu bancal, mais tant pis, hein. La croisée des mondes de Philippe Pullman. C'était un peu mon défi de cette année, de enfin terminer Philippe Pullman. Enfin en tout cas à la croisée des mondes. J'avais lu le premier au collège pour un devoir de français, que je n'ai d'ailleurs jamais rendu. C'est une longue histoire, mais j'avais lu ce livre-là. Et je me rappelle que j'étais trop fière parce que moi j'avais un gros bouquin comparé à tous les autres qui choisissaient les livres les plus petits pour faire leurs petits devoirs, et moi j'avais mon gros livre de fantasy que j'avais adoré. J'avais aimé l'histoire, j'avais aimé les personnages, j'avais aimé le monde. Tiens, qu'est-ce que tu fous là toi? Regardez un peu le bazar que c'est. Et un chat caché derrière un lit. Je disais donc, j'avais adoré cette histoire et j'étais jamais allée plus loin. Je crois que j'avais commencé le tome 2 et que ça m'avait pas trop parlé. J'avais dû lire 1 ou 2 chapitres et j'avais abandonné ma lecture. Euh, Au final, je me suis dit que c'est bon, il fallait que je sache la suite, donc j'ai tout relu. J'ai donné 4 étoiles, je crois, au premier. Ça m'a toujours fait autant d'effet. J'adore cet univers, j'adore les personnages. Le deuxième, je l'ai lu il y a plusieurs mois déjà, et comme je disais en début de vidéo, je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé. Je sais juste que je n'ai pas aimé du tout. Pas du tout. Que ça m'a complètement sorti de l'histoire, que j'avais l'impression de lire un bouquin qui avait absolument rien à voir avec le premier que j'avais aimé. Mais que je m'étais dit que c'était pas grave, parce que il était plus court et que c'était peut-être juste un creux, et le troisième allait être bon. J'ai pas du tout aimé le troisième. Pas du tout où est-ce que Philippe Pullman a voulu en venir, ça ne m'a pas parlé du tout. Je trouve que le personnage de Lyra a beaucoup perdu de sa valeur dans ce roman. Elle qui était un peu, je dirais pas un modèle quand j'étais petite, parce que j'ai jamais vraiment eu de modèle dans mes lectures, mais elle était forte, elle était casse-pied, elle refusait qu'on lui dise non. Quand elle avait une idée en tête, elle se lançait, elle était têtue et elle était super maline. Et là, dans ce tome 3, j'avais plutôt l'impression qu'elle était dans l'ombre de ce petit mec, Will, qui au passage pour moi a aucune personnalité. J'ai vraiment pas accroché à ce personnage. Et on avait l'impression qu'elle voulait tout faire pour lui faire plaisir. Et puis il y a cette petite romance qui s'est insérée, alors que jusque-là, justement, il n'y avait pas de raison de mettre de romance et c'était pas nécessaire. Et c'était même pas, on n'en ressentait pas le besoin dans notre lecture, ça manquait pas. Donc du coup, voilà. Et j'ai trouvé la fin un peu rapide et un petit peu, je sais pas, facile. Et je trouvais qu'on avait perdu tout ce qui faisait la beauté du premier tome en fait. Donc du coup, pour moi, La Croisée des Mondes, c'est le premier tome qui m'a fait absolument rêver. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est 10 000 litres d'horreur pure, modeste contribution à une sous-culture de Thomas Ginzig. J'espère bien prononcer le nom. J'ai vraiment pas lu ce bouquin dans de bonnes conditions. J'ai fait une grosse crise de panique et du coup j'ai voulu lire pour me calmer et j'ai pris le premier livre qui me venait. Ce livre étant la parodie d'un slasher. C'est pas forcément la meilleure chose à lire quand on veut calmer une crise de panique. C'est pas du tout mon truc en fait. J'ai beaucoup de mal avec... je sais même pas si on peut vraiment appeler ça une parodie, j'ai encore du mal avec ce genre, c'est juste que voilà, vous prenez un film d'horreur, il en a pris tous les clichés et il en a fait un bouquin. Et ça m'a pas du tout parlé pendant tout le livre, je me disais mais pourquoi je lis ça, où est-ce qu'on veut en venir. Voilà, c'est un genre qui moi m'attire pas plus que ça. Voilà. Je l'avais pris dans une boîte à livres à la fac il y a 1 an ou 2, donc ça fait 1 an ou 2 qui croupit, même plus de ça, même plus que ça, peut-être 3-4 ans, qui croupit dans ma bibliothèque. Et voilà, et donc je vais aller, je pense, le remettre dans une boîte à livres maintenant. Et enfin, j'ai terminé ce matin le premier volume du comics Paper Girls. C'est le premier comics que je lis de toute ma vie, de toute ma vie, de toute ma vie, de toute ma vie. Et c'était plutôt sympa. Je savais pas que c'était un comics, je pensais que c'était un graphic novel, un roman graphique. Dites ça comme vous voulez. Je l'ai pris à ma bibliothèque et il y a les 3 tomes suivants.
Je crois qu'il y en a au moins 6, mais à ma bibliothèque, il n'y en a que 4. Et je vais m'empresser d'aller prendre les tomes suivants, c'était bien sympa. J'ai trouvé quand même quelques défauts. J'ai un peu de mal avec le jeune âge des personnages. Elles sont censées avoir 12 ans. Je trouve qu'elles les font pas. Non, ou alors c'est moi qui ne sais pas comment vit une gamine de 12 ans, parce que comme j'étais une gamine de 12 ans anxieuse et recluse, c'est peut-être moi qui n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe dans le monde réel. Ça se passe dans les années 80. Ça a l'air d'être une grande mode en ce moment avec Stranger Things, enfin, voilà, tout ça. Tout le monde veut faire un bond dans les années 80, pourquoi pas. Le problème que j'ai, je pense que c'est commun à tous les comics, mais c'est peut-être... Comme c'est le premier, je peux pas faire une généralité, mais je trouve que ça va beaucoup trop vite. Il y a plusieurs fois où j'ai tourné les pages et bam, il se passait un truc, et je me suis dit, attends, j'ai dû louper une page là, c'est pas possible, ça peut pas... Il faut une transition entre les deux choses. Bah non, il n'y en avait pas. C'est peut-être aussi mon habitude de lire des romans et peut-être même d'écrire des sagas. Je suis le genre de fille qui aime quand ça, pas forcément quand ça prend son temps, mais quand on m'expose bien les choses. Et du coup, je trouvais que tout n'était pas forcément bien exposé. C'était trop, ça allait vite. Voilà. Mais dans un sens, c'est pas forcément déstabilisant une fois qu'on s'y est fait. Puis en plus, comme ça se lit super vite, voilà. Les dessins sont super sympas. Après, moi, niveau dessin, je peux pas. Je trouve que tout est sympa dans le dessin. À partir du moment où vous dessinez, moi, je vous trouve sympa. Vous êtes sympa, c'est tout. J'ai beaucoup aimé les couleurs. Ça se passe très tôt le matin, donc ça commence avec des couleurs très bleues, d'un bleu très foncé, très nuit. Puis ça devient petit à petit un violet, et très vite ça devient un rose. Et ce sont les 3 couleurs dominantes. Et je sais pas, je trouvais que visuellement, ça me parlait beaucoup. La lecture suivante, c'était Emmuré de Alex Bell, qui est passé, comment dire, à ça d'être un coup de cœur. Et quand je dis à ça, c'était vraiment à ça. Donc Emmuré de Alex Bell, ou Frozen Charlotte, que je préfère comme titre en fait. Je trouve que le titre français ne prend son sens que vers la moitié du livre, alors que le titre Frozen Charlotte prend son sens dès le début. L'histoire commence avec Sophie et Jay qui jouent avec une planche de Ouija. Parce que la pop culture ne nous a pas encore appris qu'il valait mieux ne pas jouer avec une planche de Ouija. Et ces deux-là décident de jouer avec une planche de Ouija et ils contactent la cousine de Sophie qui s'appelle Rebecca et qui est morte il y a quelque temps. Au cours du jeu, enfin au cours de la séance, Rebecca raconte des trucs bizarres sur Charlotte qui aurait froid et sur papa qui dit qu'il faut absolument pas ouvrir le portail. Et au bout d'un moment, Jay demande à la planche quand est-ce qu'il va mourir et la planche lui répond ce soir. Le soir, quand Jay et Sophie rentrent, Jay tombe de son vélo, tombe dans la rivière et meurt. Et Sophie décide de retourner dans la maison de ses cousins pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi Rebecca aurait tué Jay. Et il se trouve que l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, que tout le mystère autour de la mort de Rebecca est beaucoup plus compliqué qu'une histoire d'esprit. Si vous aimez les romans horrifiques ou les films d'horreur ou tout ça, moi je trouve que c'est difficile d'avoir peur devant un livre. Moi qui suis une vraie flippette, hein, vous me mettez devant n'importe quel film, n'importe quelle série, n'importe quel truc, je prends peur très vite, mais les livres ça ne me fait pas peur. Et c'est censé être considéré comme un livre d'horreur, mais j'ai pas eu peur, c'était très sympa, mais j'ai pas eu peur. Mais si vous aimez tous les petits clichés de l'horreur, ils se retrouvent tous là-dedans. Vous voulez une planche de Ouija ? Vous avez une planche de Ouija. Vous voulez un action ou vérité ? Vous avez un action ou vérité. Vous voulez des mots qui s'écrivent sur un miroir ? Il y a des mots qui s'écrivent sur un miroir. Vous voulez un ancien incendie qui a mystérieusement tué une gamine ? Vous avez un ancien incendie qui a mystérieusement tué une gamine. Vous voulez une maison qui est bâtie sur une ancienne école dans laquelle il s'est passé des trucs trop chelous avec des gamines ? Et ben vous avez une maison bâtie dans une ancienne école. Et vous avez surtout ce qui, je pense, fait flipper énormément de monde, des poupées. Et l'histoire tourne énormément autour des poupées. Et c'est vraiment... En fait, les poupées sont vraiment flippantes parce que quand quand je lisais le livre, j'arrivais pas à m'imaginer ces poupées. Je m'imaginais des poupées de porcelaine comme j'en ai une là, comme j'en ai une dans ma chambre, comme tout ça. Et moi, les poupées de porcelaine, franchement, voilà, j'aime bien, ça me fait rien. Et au bout d'un moment, ils ont décrit ces poupées comme étant vraiment toutes petites. Et du coup, j'ai cherché sur internet les Frozen Charlotte. Cherche si ça t'éclate. Franchement, elles font flipper. Et apparemment, les Frozen Charlotte, ça existe. Et c'est des toutes petites poupées de porcelaine. Mais vraiment toutes petites. Et genre,
au teint blafard et se dit tape Frozen Charlotte. J'ai peur. Elles font flipper, je trouve. Je vois que t'as écrit en plus. Mais oui, je suis allée chercher ce que c'était. Elles font flipper. Bah voilà, dans ce bouquin, t'as toute une collection de ces petites poupées qui d'ailleurs on n'est pas malines parce qu'au final elles sont représentées plus ou moins sur la couverture. Mais t'as vu la tête? T'as vu la tête de ce truc-là? En plus, les images, il y en a plein. Il y en a des gros plans ou alors donc plus de bras. Mais voilà. Des masses rassurantes. Donc voilà, donc c'est toutes ces petites poupées. C'est bon? Tu fais des cauchemars, c'est bon, je peux arrêter? Ok. Donc voilà, donc ce livre en fait il réunit énormément des clichés de l'horreur et surtout des clichés de l'horreur qu'on donne aux adolescents, aux young adultes et tout ça. Et ça marche plutôt bien. J'étais assez sceptique au début quand j'ai vu la planche de Ouija. Je vais vous expliquer pourquoi la planche de Ouija m'a rendu un peu sceptique. Mais sinon l'histoire était vraiment sympa. Les personnages sont super bien décrits. On a envie d'en apprendre plus. On a envie de comprendre ce qui s'est passé avec ces poupées. Pourquoi est-ce que depuis que ces poupées sont sorties de leur cachette, tout ceci est arrivé. Et pourquoi elles étaient cachées d'ailleurs, ces poupées. Et en fait, tout ce qui m'a enlevé cette petite... En fait, je voulais le noter 4 étoiles. Et ce qui lui a fait perdre sa dernière étoile, c'est la fin. Si vous avez lu l'article que j'ai écrit sur le blog... bon, maintenant, ça va faire un moment parce que j'ai pas la moindre idée de quand est-ce que je vais poster ça. J'ai posté l'article mercredi dernier, donc il y a 2 jours. Mais ça va sortir mi-septembre. Donc du coup, allez voir sur le blog. J'ai écrit un article sur ce genre de fins qui sont de plus en plus récurrentes dans les bouquins et qui, moi, m'énervent. Mais d'abord, je vais vous parler de la planche de Ouija. La planche de Ouija, en fait, n'est pas une planche de Ouija. C'est une application sur téléphone. Et je trouve que ça perd tout le côté mystique et spirituel d'une planche de Ouija. C'est le genre de truc en quel moi je ne crois pas, mais c'est pas pour ça que j'irai m'éclater avec une planche de Ouija pour vérifier. On sait jamais, je suis pas Il suffirait que. Il suffirait que, exactement. C'est le genre de truc, j'y crois pas, mais bon, voilà, on sait jamais. Et donc, mais je trouvais que le fait que ce soit une application sur téléphone, ça faisait perdre... Mais oui, tout le mystique. C'est mystique un iPhone. Mais c'est Oh ça, là là. c'est ça. Et j'ai pas compris le délire en fait de le faire là-dessus, alors qu'ils auraient très bien pu être... On aurait très bien pu les foutre dans une grange avec une vraie planche de Ouija, ça aurait rajouté un cliché en plus, tu vois. Et donc voilà, et en fait moi j'aime pas du tout toute cette nouvelle mode. Je comprends le fait d'ajouter les nouvelles technologies à plein d'histoires, genre toutes les histoires sur le cyberharcèlement par exemple, il est super important de rajouter la technologie, ce que peu de gens font, mais parce que maintenant la technologie, elle fait partie du harcèlement, du cyberharcèlement. Les gamins qui sont harcelés à l'école, maintenant ils se font plus que harceler à l'école, ils sont harcelés à la maison aussi avec cette nouvelle technologie. Donc dans ce genre de domaine, en fait, je trouve ça important. Dans l'horreur, il y a de plus en plus de choses qui arrivent, comme il y avait le film avec Facebook où ils se rajoutaient en amis et tout ça. Il y avait Unfriended. Mais ça, c'est pas. Il y en a eu 2, je crois. Il y en a eu un. Facebook, je sais pas, mais Unfriended, c'est sur Skype. Oui, ça, c'est avec Shelly Henning qui joue. Voilà. Mais il y en a une avec l'autre, là, qui joue dans les 100, mais t'as pas regardé les 100. Bah non. Où elle accepte une amie sur Facebook et c'est à partir de là que ça part en couille, en fait. Et moi, ça me parle pas. Tu vois, non, je trouve pas. Je vois pas l'intérêt. En fait, dans le truc d'horreur, c'est tous les trucs qu'on connaît pas qui nous font peur. Tu vois, les planches de Ouija. Le vaudou. Oui, par exemple, le vaudou, le port des planches de Ouija, tout ce qui est pas de notre culture, tout ce qu'on connaît pas. Et que donc on se dit, ah, j'oserais pas le toucher, tu vois. Même si moi j'y crois pas, j'ai pas envie d'essayer. Accepter un ami sur Facebook, on l'a tous fait, tu vois. Donc non, du coup, ça me parle pas. Et j'ai trouvé ce début. En fait, j'ai été très sceptique du début, du coup, parce que quand j'ai commencé à lire, j'avais dit à ma copine Justine, ouais, non, j'accroche vraiment pas à comment ça débute. Alors qu'au final, je suis très vite rentrée dedans. Du coup, la fin. Nous avons donc... j'ai essayé de pas faire trop de spoilers, donc je sais pas, mais la fin, on va spoiler un petit peu. Sans trop, voilà. Nous sommes à 2 chapitres de la fin. Donc il y a ce chapitre-là, donc je vais vous lire un petit extrait de la fin, le chapitre suivant, et ensuite un tout petit épilogue. Le chapitre de la fin, c'est... Les lumières bleues clignotantes annoncèrent l'arrivée des pompiers et de l'ambulance, mais le visage de l'oncle Jem était blême. Oh putain, je sais pas lire. J'arrive pas. La révélation.
Les lumières bleues clignotantes annoncèrent l'arrivée des pompiers et de l'ambulance, mais le visage de l'oncle James était blême et sa voix rauque quand il releva la tête pour parler. Il ne respire plus. Donc là, on a un personnage super important, je signale, qui est en train de crever. On a eu une scène de malade, où ils essayent d'échapper à la maison, d'échapper aux méchants de l'histoire, d'échapper à tout ça, où franchement, moi je respirais plus. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment ouf. Et la dernière phrase, c'est ça, c'est « Il ne respire plus ». Et le chapitre suivant, c'est « 6 mois plus tard ». Je déteste quand ça fait ça, et c'est pas du tout une histoire de « Oh, finalement il est vivant » ou « Finalement il est mort ». Qu'il soit vivant ou mort, je m'en fous. Je veux juste savoir ce qui s'est passé entre ce moment-là. J'en ai marre qu'il y ait une énorme montée de suspense où on se dit « Ça y est, on y est, ça y est, je veux savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va survivre? Comment il va survivre? Comment on explique tout ce qui vient de se passer ?» Et au final, on n'explique pas tout ça. Au final, on fait un bond dans le temps de 6 mois, il va bien, tout le monde est heureux. Voilà, ma soeur vient de faire ça. Tout le monde est heureux. Et au final, on sait. Moi, je veux voir. Je veux comprendre ce qu'a ressenti Sophie quand elle a vu le corps de Cameron. Ouais, c'est Cameron, désolé, spoiler. Quand elle a vu le corps de Cameron partir dans l'ambulance. Je veux savoir combien de temps elle est restée à l'hôpital à côté de lui à penser qu'il allait crever. Je veux savoir comment ils l'ont soigné. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Bah non. On sait juste que 6 mois plus tard, il va bien et qu'il a été accepté au conservatoire. Je suis contente pour lui. C'est pas... Il méritait, ce mec-là, d'être accepté au conservatoire, ok? Il a eu une vie de merde. Mais, moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a un épilogue de 2 pages. Donc, c'est un tout petit épilogue. Tout petit, oui, tout petit. Où on comprend que... Donc, du coup, Sophie, entre-temps, s'est débarrassée des poupées. Ce qui me paraissait logique, fallait le faire dès le début, en fait. Pourquoi les garder? Et on comprend, dans l'épilogue, que une petite fille est en train de trouver les poupées. Et que la petite fille entend les poupées. Comme les personnages de l'histoire qui entendaient les poupées. J'ai une fin là du monde. Bah un peu, ouais, c'est genre, oui, au final, on s'est pas débarrassé du problème, tu vois. Ça fait fin à la suite. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, techniquement, il n'y a pas de suite Ah bon. à emmurer. Mais parce que s'il devait faire une suite, il referait la même chose. Ouais. C'est une gamine qui trouve les poupées et les poupées lui disent viens jouer avec moi. Et pour jouer, eh ben, on joue au couteau qui tue et à lancer la maîtresse dans les escaliers. C'est ça la... ça, c'est les noms des jeux, c'est pas moi. C'est les noms des jeux. C'est vraiment le nom. Oui, il y a pousser la maîtresse dans les escaliers, le couteau qui tue, et je sais plus, il y en a un troisième, je crois. Pousser la maîtresse dans les escaliers, c'est rigolo. Voilà. Et donc du coup, on comprend que l'histoire est peut-être finie pour nos personnages, mais au final, l'histoire n'est pas terminée, elle va se répéter, et c'est le genre de truc que j'aime pas. J'aime bien quand il y a une finalité, en fait. Donc voilà, je voulais savoir comment l'autre, il allait crever ou pas crever, et avoir une finalité. Et c'est ce petit point-là qui a fait perdre une histoire au bouquin. Et donc celui-là, je vais en parler vite fait, mais je peux en parler que vite fait, parce au final, j'ai lu 100 pages et je vais arrêter de le lire. C'est un livre devant lequel je passe depuis sa sortie à la Fnac. Et à chaque fois je dis, il faut que je me l'achète, il me donne trop envie, franchement la couverture, ça me donne envie. L'histoire d'un monde où les gens savent pas lire et où le fait de savoir lire, justement, et de posséder un livre, c'est un crime et c'est un pouvoir en soi. Je trouvais l'idée vachement sympa, on est d'accord, c'est sympa comme histoire. Mais j'arrive vraiment pas à rentrer dedans. Donc ça s'appelle La lectrice de Tracy Chee, j'espère prononcer ça correctement, mais avec les noms d'auteurs, on a toujours un petit peu de mal sur Booktube. Hein. Vous pouvez pas vous appeler comme tout le monde, dit-elle alors qu'elle a un nom de plume absolument dégueulasse à prononcer. Elle est chue Enfin bref, j'arrive vraiment pas à accrocher et c'est dommage parce que je vais dire un truc qui va sembler bizarre, mais visuellement le livre est très joli. Ma soeur fait une grimace. Je vais te montrer un truc ou deux. Si je trouve déjà en bas des pages, là en bas tu vois pas, mais là à côté du nombre de la page, il y a un mot. Il y a un. Et donc en fait, je suppose que pendant tout le livre, il y a écrit ceci est un livre. Ah. Et t'as plein de pages comme ça où il y a des trucs écrits. Ah mais c'est pas écrit sur toutes les pages. Hein. Non, pas sur toutes les pages, mais sur certaines des pages, ouais. Wow, c'est rigolo. Donc tu vois là, il y a ça, donc t'as déjà l'idée qu'il y a un message caché dans ton bouquin, ce qui est super sympa en fait dans l'idée où c'est un livre où que t'es pas censé savoir lire, tu vois. Il y a tout un passage, alors ça par contre ça m'a frustrée, je sais pas si je vais le retrouver. Au final, j'ai retiré mon marque-page au final. Il y a des petits symboles des fois de temps en temps, là tu vois, je sais pas si on voit à la caméra, mais il y a comme une trace de doigt, tu vois. Il y a un moment où il y a tout un passage, voilà.
J'étais trop frustrée. Oh. J'étais trop frustrée. En plein milieu de la page, en plein milieu de la phrase. Mais t'es sûre c'est pas... Ah non, non, c'est fait exprès, c'est fait exprès. C'est comme tu l'as emprunté. Ouais, ouais, non, 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 ça se voit que c'est fait exprès, que c'est imprimé comme ça. Et du coup, je trouve ça super sympa. Il y a plein de petits emblèmes au début des chapitres. Il y a plein de petits... ça donne envie de savoir ce qui se cache dans le bouquin, en fait. Mais j'ai lu 100 pages et au final, j'arrive vraiment pas à rentrer dedans. J'arrive vraiment pas à rentrer dans la narration. Au bout de 100 pages, j'en ai toujours rien à foutre des personnages. Enfin, du personnage principal, en tout cas. Et là aussi, ça reprend quelques clichés du fantastique qui, moi, commencent à me gonfler. C'est le cliché du mentor, tu sais, où t'as la petite pauvre avec son mentor, qui est elle c'était une grande voleuse qui fait profil bas, et puis lui, il est gentil. et puis un jour, enfin pour le moment, je suis qu'à 100 pages, mais puis un jour, tu vois, le petit apprenti, il s'éloigne pour une raison, et quand il revient, il est caché dans les buissons, et elle parle à quelqu'un, et elle lui dit, vous m'avez enfin retrouvé. Et tu vois pas la personne parce qu'elle est encapuchonnée, tu vois, enfin, c'est des trucs qu'on a déjà lus tellement de fois, et je sais pas, moi ça me parle pas, et j'aime vraiment pas la plume. Donc ben on va aller le rendre à la bibliothèque, voilà, c'est peut-être un autre jour. Des fois je me dis quand c'est juste pas le bon moment pour lire un livre. Toi tu lis pas beaucoup, mais les gens qui lisent là, il y a plein de fois où des fois on prend un livre, on dit ouais je vais le lire et tout, ça a l'air sympa, on est déçu, et puis plusieurs années plus tard on le reprend et on fait putain comment j'ai pu passer à côté de ce bouquin en fait. J'ai lu un livre trop bien. J'ai envie de vous en parler. Je sais pas pourquoi je suis aussi surexcitée à l'idée de vous en parler parce que vu la longueur de cette vidéo, à mon avis vous êtes déjà tous partis. Mais on sait jamais, il y a peut-être 2-3 courageux qui restent. Vous voulez pas qu'on parle de Zalim, de Karina Rosenfeld? Alors déjà je viens d'apprendre que c'était un livre français. Je savais pas, c'est une autrice française. Parce que je cherchais je cherchais qui avait traduit, parce que j'ai des petits problèmes avec les répétitions, si je dois citer un défaut de ce livre. Je trouve qu'il y a quelques répétitions, et je trouve qu'il y a des rimes un peu étranges, et c'est des trucs qu'on trouve souvent dans les traductions, et du coup je pensais que c'était une traduction. Mais non, c'est français. Donc même si bon, il y a des petites rimes qui me dérangent, et des petites répétitions, c'est quand même cool de lire un livre de fantasy, je suppose, français. Il va y avoir des spoilers. Parce que j'ai envie de parler de trucs cool, mais pour parler de ces trucs cool, et des petits trucs qui m'ont dérangé aussi, il faut que je spoil. Je suis désolée. Mais vous pouvez rester, hein. Ça va être cool. Zalim, c'est l'histoire d'un monde qui ressemble beaucoup à notre Norvège, mais enfin à un temps un peu plus médiéval, avec des rois et des reines et tout ça. Dans lesquels il y a plusieurs clans, mais il y en a deux qui se tapent sur la tronche depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus pourquoi ils se tapent sur la tronche. Mais on sait que l'un de ces clans a déjà gagné plusieurs guerres en invoquant un démon qui s'appelle Zalim. Le souci de ce démon, c'est qu'il a besoin d'un hôte pour vivre. Il ne peut pas vivre de lui-même, il a besoin de prendre le corps d'un être humain, et également il en a un petit peu rien à foutre des camps, il explose tout sur son passage. Et lors de la dernière guerre, enfin la dernière fois qu'il a été utilisé, il y a eu autant de morts dans le clan ennemi que dans le clan ami. Du coup le roi il a un petit peu de mal à faire appel à ce démon alors qu'ils sont en train de clairement perdre la guerre. Je ne sais pas si le but c'était de faire passer un message féministe ou non, mais ce que je sais c'est que les personnages féminins, eh ben ils sont bien badass. On en a 4, dont une qui est un peu inutile, on va en reparler, et on en a 4, et sur ces 4 là, eh ben, on en a 3 qui défoncent des mères un petit peu quand même, mais ça c'est cool. On a d'abord la princesse Agda qui est promise au mariage avec le roi justement dont je vous parlais. Alors son histoire à Agda, elle est un peu... on l'apprend petit à petit, parce qu'au début on pense qu'elle est amoureuse du roi, parce que le roi a l'air d'être amoureux d'elle, puis on apprend très vite elle a pratiquement 30 ans de moins que lui, et que c'est plus un mariage arrangé qu'autre chose pour avoir des alliances, et que donc elle le fait parce qu'il faut le faire, mais elle n'est pas amoureuse du roi, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Et la première fois où on rencontre la princesse Agda, quand même, il y a une énorme tempête. Sa calèche, c'est pas une calèche, c'est sa voiture avec... Non, c'est pas les diligences, c'est les cow-boys. Non. Sa voiture, ils disent la voiture, sa voiture va vers le palais, donc ils sont en temps de guerre, il y a une énorme tempête, et sa voiture se fait attaquer par un brigand. Et ce brigand, en ouvrant la porte de la calèche, voit non seulement 2 filles riches, 2 femmes riches, mais surtout 2 femmes. Et il fait donc comprendre que après les avoir volées,
il leur volerait bien autre chose. Et Agda, ni une ni deux, aucune peur, elle sort une arbalète, elle lui tranche le lard et elle va sauver le cocher sous la pluie après avoir retiré ses talons. Elle a la robe absolument dégueulasse, elle en a rien à foutre. Et ensuite elle décide de bah tiens, puisqu'on n'a plus de cocher, et ben je vais conduire la voiture jusqu'au palais sous la tempête. Déjà, moi je trouve que c'est un début super sympa pour une princesse. C'est-à-dire que moi, quand ils ont parlé de la princesse Agda, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a aussi toute cette évolution super intéressante avec les deux filles du roi, puisque au début on comprend que les filles du roi, enfin en tout cas l'une des filles du roi, elle est pas ouf à l'idée d'avoir une belle-mère, et puis au final elles s'entendent super bien, ce qui casse un peu le cliché de la belle-mère méchante. Donc voilà, et en plus, Agda, quand elle arrive au palais après avoir éclaté un brigand, donc elle arrive au château, il lui demande ce qui lui est arrivé, elle explique que elle a tué qu'ils se sont fait agresser, qu'elle a tué un mec, qu'elle s'est défendue, et le roi lui fait un peu comprendre que qu'il est content qu'elle soit en vie, mais qu'une femme qui se salit les mains quand même, c'est pas ouf, c'est pas franchement sympa, et Agda qui lui répond j'espère que c'est pas comme ça que vous gouvernez votre royaume, parce que moi en tant que reine, c'est comme ça que je vais le gouverner, et vous avez des idées un petit peu arriérées quand même. Et donc c'était franchement sympa de voir que c'était pas une femme qui se laissait faire. Elle m'a d'ailleurs fait rire parce qu'au bout d'un moment il lui a dit je vous attends pour le dîner, et elle a dit oui si je suis levée d'ici là y a pas de problème, je vous rejoindrai pour le dîner. Donc voilà, c'était voilà. C'est pas l'idée qu'on se fait des princesses en fait. Il y a la princesse Eliana également, qui est donc la fille du roi, et qui elle aussi elle apprend à se battre, bon un peu dans le dos du roi parce que le roi il a pas l'air trop d'accord, mais elle apprend à se battre dans le dos du roi. Elle sait qu'elle fera une excellente reine, elle peut prendre des bonnes décisions. Il y a un moment où elle se bat et où elle éclate évidemment les tronches de gars qui l'attaquent. C'est ça aussi qui était cool, parce que on lit plein de livres où on nous dit que les femmes elles sont super badass, mais il y a encore aucun moment où on les voit faire des trucs badass. Pendant tout le livre, le moment où Eliana elle éclate la tronche de plusieurs soldats à la fois là, il a mis un petit peu de temps à arriver, et du coup moi j'étais en train de lire mon bouquin en me disant c'est bien cool qu'on me dise qu'Eliana elle est forte, mais moi j'aimerais bien le voir en fait, un peu de show don't tell. Ouais, si vous voyez un peu ce que je veux dire, si vous écrivez, que vous voyez un peu ce que je veux dire. Tout un débat sur le show don't tell, mais dans ce côté-là en fait je trouve ça important qu'on dise pas seulement que Eliana elle sait manier l'épée, qu'on nous la montre manier l'épée en fait. J'ai oublié ce que je voulais dire. Plusieurs fois, Eliana, elle fait comprendre que il y a du coup une petite incohérence là, mais on comprend également que c'est pas une princesse, comment dire, parfaite, une princesse toute sage, toute mignonne. Eliana, elle a énormément de colère en elle depuis qu'elle a perdu sa mère. Elle déteste son père, et plusieurs fois, elle fait comprendre que qu'elle va le buter en fait, qu'il la gonfle, qu'elle en a marre de se faire marcher sur les pieds et de se faire engueuler par un homme sexiste qui arrête pas de lui faire comprendre que c'est lui le chef. Et plusieurs fois elle le dit je veux le tuer, un jour je veux le tuer, je ferai une meilleure reine que lui, et je trouvais ça sympa aussi. On va parler de la troisième princesse après, mais avant je voulais parler quoique non, on va parler de Kaya d'abord, parce que Lucia elle vient dans autre chose. Kaya, le problème de Kaya, comment dire ça, c'est que Kaya c'est une plante. Kaya, elle sert à rien. Kaya, elle est très mignonne, mais elle sert à que dalle. Je ne sais rien de cette femme, à part du fait que c'est une femme noire qui a des gros seins. Alors, au final, elles ont toutes un peu des gros seins, parce que il y a un petit problème avec les descriptions, c'est-à-dire que si elles n'ont pas des gros seins, les femmes dans ce bouquin-là, elles sont pas décrites. C'est un petit peu le souci. Moi, j'ai rien contre le fait qu'elles ont des belles poitrines, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont toutes bien en chair et qu'elles sont apparemment toutes très belles, et que la seule qui a pas de seins, c'est Eliana, et apparemment, ça fait chier Eliana que tout le monde ait des seins sauf elle. Enfin bref, juste un petit détail comme ça, c'était pas forcément nécessaire de savoir qu'elles avaient toutes de gros seins. C'est pas grave. Mais enfin bref, Kaya, en fait, le problème de son personnage, c'est qu'elle n'est pas là pour servir son propre intérêt, elle est là pour servir l'intérêt des autres. C'est-à-dire qu'elle fait rien d'elle-même. Kaya, elle est là pour calmer Eliana. C'est-à-dire que si Kaya n'était pas là, Eliana, elle aurait tué le roi depuis longtemps. C'est toujours Kaya qui est là, mais non, mais tu ferais une bonne reine, mais non, mais calme-toi, son tour va venir, mais non, il faut que tu restes calme, blablabla. Donc Kaya, elle est là uniquement pour calmer sa sœur.
Elle est là pour rappeler que le roi est un connard, parce que Kaya est donc une femme noire, mais ils sont tous blancs, elle s'est fait adopter par la reine, et on comprend très bien que le roi était pas trop d'accord, et que comme c'est pas sa fille légitime, elle a pas le droit de manger avec eux, elle a pas le droit, il prononce jamais son nom, à chaque fois qu'il dit il faut que je protège ma fille et ma femme, et Kaya n'est jamais comptée comme l'une de ses filles, alors que c'est une des prochaines héritières du trône s'il arrivait quelque chose à Eliana. Donc voilà, c'est juste pour montrer ça, que le roi est un connard. Et Kaya, c'est également le love interest d'Agda. C'est-à-dire que, comme j'avais dit, Agda, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc au début, on pense que c'est le roi. Ensuite, on a des petits soupçons sur le ministre, le premier ministre, qui est d'ailleurs le cousin d'Agda. Mais vu certains bouquins qu'on lit, j'aurais même pas été étonnée si elle avait couché avec son cousin. Puis c'était peut-être l'époque médiévale, je sais pas. On pense donc que c'est lui, pour au final comprendre qu'en fait, la personne dont elle est amoureuse et la personne qu'elle souhaite absolument retrouver une fois au palais, c'est la princesse Kaya. Et en fait, c'est cool, pourquoi pas? Oui, un petit couple lesbien, on n'en parle pas beaucoup, mais un petit couple lesbien, ouais, pourquoi pas? Seulement au final, ça apporte rien au personnage de Kaya, ça apporte juste au personnage d'Agda. On sait que Agda est une femme, une princesse forte qui ferait une excellente reine, une excellente mère, et qui est en plus attirée par les femmes. Au final, on n'en apprend pas plus sur Kaya. Et c'est dommage parce que Kaya, à la fin du bouquin, elle prend des décisions super intéressantes, enfin pas forcément super intéressantes parce qu'elles sont pas super détaillées non plus, mais elle prend des décisions quand sa sœur ne peut pas en prendre et que son père ne peut pas en prendre non plus. Et elle a l'air de faire du bon boulot, donc au final, elle pourrait faire une excellente princesse et avoir un excellent character development, ou avoir un excellent, je sais pas, une personnalité qui ressort, mais au final, ouais, de Kaya, on sait pas grand-chose. Pendant tout le bouquin, on nous parle du fait qu'au bal, elle va porter une robe dorée qui lui va vachement bien. C'est cool, elle est sûrement magnifique dans cette robe dorée, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus sur elle. Et au final, ensuite, il y a Lucia. Et Lucia, en fait, on n'en sait pas beaucoup plus sur elle non plus, en dehors du fait qu'elle est le love interest du Premier ministre, qui était d'ailleurs un personnage super intéressant, le Premier ministre. Mais son histoire et ce qu'elle fait est important pour le tome 2 et pour un petit peu l'intrigue de l'histoire. Ce qui se passe, c'est que donc il y a cette guerre entre ces deux clans, et le roi, qui a l'air d'être un sacré connard, hein, d'après ce que je vous explique, ne veut pas faire appel aux démons et est persuadé que l'on va gagner. Sauf que, d'après ce qu'on comprend, c'est bientôt la fin, ils vont bientôt perdre, c'est un carnage cette guerre. Et déjà le Premier ministre il décide d'invoquer le démon dans son dos, ce qui n'est pas bien, mais en plus il a un autre petit complot à côté avec son amante Lucia. Lucia c'est une sorcière. Et elle et le Premier ministre, dont j'ai oublié le nom, ont décidé de récolter tous les blessés de guerre de leur clan et du clan ennemi, et de les soigner. À la différence que le clan ennemi, Lucia leur jette un sort ou leur fait boire une potion en les soignant pour leur implanter une idée de paix dans la tête. C'est comme ça que c'est dit à peu près. En gros, elle veut leur faire oublier leur envie de se battre, oublier leur loyauté envers leur chef, leur pays, tout ça, pour qu'au final, plus personne n'ait envie de se battre en fait. Ils veulent arrêter cette guerre par la paix. Le problème, c'est que le clan ennemi, il a bien compris que dans cette infirmerie, il se passait un truc, parce que leurs soldats, ils reviennent tous en très bon état. Mais ils se disent, si les ennemis nous prennent nos soldats, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de chelou. Ils savent que Lucia est une sorcière, et donc ils se disent, elle est en train de créer des espions, elle est en train de les manipuler et de les ensorceler pour qu'ils se retournent contre nous. Donc du coup, le plan, en plus, jusque-là, il a pas trop l'air de marcher, parce que tous les soldats qui sont repartis, ils ont jamais eu l'air de vraiment vouloir faire la paix. Lucia et son copain, là, ils tâtonnent un petit peu, et un jour, ils récupèrent Jade, qui est un soldat, qui se fait blesser, qui se fait donc hypnotiser par Lucia, sauf que lui, il comprend bien qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est bizarre de se faire soigner par le clan ennemi, alors du coup, il rentre chez lui, sauf qu'arrivé chez lui, tous ses potes le traitent de traître, et lui disent, t'as été hypnotisé, viens, on va te livrer au chef. Au final, il s'est fait livrer au chef contre une bouteille d'alcool. Le mec, il avait la haine. T'as tous tes potes qui te balancent au chef contre une bouteille d'alcool pour 30. C'est à peine
à peine cool. Et au final, donc du coup, il se fait torturer, ils essayent de défaire ce sort qu'il a en lui, tout au final sans savoir quel sort c'est finalement. Donc il le torture, tout ça, nanana, il le considère comme un traître. Et en fait, ce clan comprend que le démon a été réveillé, parce que l'un de leurs camps s'est fait ravager. Ils comprennent que le démon a été réveillé. Et du coup, ils ordonnent Jade de retourner au palais, de faire croire que il déserte, il change de camp, et de retrouver l'hôte du démon. Ils lui font comprendre que le seul moyen pour lui de se racheter, c'est de retrouver le démon, de buter l'hôte pour buter le démon, pour gagner la guerre, et qu'il vaut mieux tant qu'il l'a pas retrouvé, il vaut mieux qu'il revienne pas, parce que du coup, ça veut dire que c'est un traître et un déserteur. Enfin bref. Et du coup, tout ça, c'est vers le milieu du livre, et ça nous explique un petit peu ce qui va se passer dans le tome 2, entre Jade et justement l'hôte du démon. Donc du coup, moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup les histoires de démons, encore plus quand il faut qu'il se trouve quelqu'un pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre sur le plan des humains. Et cette idée de il faut chercher qui est l'hôte parce que le démon est réveillé mais on ne sait pas qui c'est, même si au final je trouve que c'était un choix plutôt facile de choisir cette personne-là comme hôte. J'ai espéré jusqu'à la fin que ce soit Kaya, parce que je me suis dit il faudrait peut-être que Kaya elle serve à un truc, et puis puisqu'elle sert à rien jusque-là, ce serait cool que ce soit elle à la fin, mais au final, non, c'est pas Kaya. Au final, ce qui m'a pas plu, en fait, c'est tout le truc autour du roi. Ce roi qui est un cliché du mauvais roi, mais vous voyez ce cliché qu'on a dans des vieux bouquins, des vieux films. C'est un homme en surpoids, et puis en surpoids, c'est-à-dire qu'il peut à peine se lever du trône, qui boit, qui a un trou, qui mange. À chaque fois, on le voit en train de manger, une abondance de bouffe, puis il mange salement et tout ça. Il traite les femmes comme des moins que rien. Au final, on comprend qu'il y connaît absolument rien à la guerre, mais il a décidé que si on tapait plus fort que tout le monde, ça peut fonctionner. Alors que ses troupes se font défoncer sur le champ de bataille. Il est sexiste, il fait bien comprendre que, oui, avec Agda, il attend le mariage pour coucher avec elle, mais il lui fait bien comprendre qu'il a envie de se la taper. Et puis elle est beaucoup plus jeune que lui, même si c'est des trucs d'époque, c'est des trucs qui me mettent un peu mal à l'aise quand même. Il crie plus fort que tout le monde, il arrête pas de... des seuls moments où il parle, en fait, c'est soit parce qu'il a une remarque misogyne à faire, soit pour gueuler. Et du coup, j'ai pas du tout compris cette évolution super rapide. Déjà, Agda dit plusieurs fois qu'au final c'est un homme gentil, que c'est quelqu'un dans le fond, que c'est quelqu'un de bien, alors qu'à aucun moment nous on le voit vraiment comme étant quelqu'un de bien. C'est voilà, il est juste là à cracher, à manger, et voilà, il fait pas grand chose. Le seul truc qu'on comprend, c'est qu'il veut pas faire appel au démon parce qu'il a compris que ça tuerait beaucoup de monde, et que la dernière hôte de ce démon c'était son ancienne femme, et que son ancienne femme elle s'est fait littéralement bousiller par ce monstre là, et c'est comme ça qu'elle en est morte. La reine Elinor, qui d'ailleurs on n'en parle pas beaucoup mais on en parle bien, l'histoire de la reine Elinor est franchement sympathique, voilà. Mais sinon on sait pas grand chose, et à un moment c'est à partir du moment où il apprend que le monstre est réveillé, que le démon est réveillé, qu'il a une espèce de prise de conscience où il se rend compte qu'en fait il sait pas du tout ce qu'il est en train de faire, il en a pas la moindre idée, mais ça arrive un peu comme ça. Plusieurs chapitres plus tard, Agda lui dit que ce serait sympa que Kaya elle puisse manger avec eux, en fait, parce que elle est de la famille, et donc il accepte. Alors que ça fait des années que pour lui, elle a pas le droit de manger avec eux pendant les repas, qu'il en a rien à foutre de sa tronche. Il accepte, il est tout content, il a toute cette belle petite famille. Puis vers le bal, on nous fait comprendre qu'il a perdu du poids. J'ai un peu de mal avec cette idée-là. Et qu'il a l'air de se racheter le mieux possible. Et à ce moment-là, il se fait buter. Dire c'est con, le mec il passait du connard à allez, on peut peut-être tenter. Il se fait tuer. Et l'incohérence, ça vient aussi de là, c'est-à-dire que quand il se fait tuer, Eliana, on dirait que c'est la fin de sa vie, qu'elle a perdu l'homme le plus important de toute son existence, alors que pendant plusieurs chapitres, elle arrêtait pas de dire qu'elle voulait le buter et qu'elle en avait ras-le-bol de le voir, qu'elle en avait marre de sa trogne. Et du coup, j'ai pas trop compris ce qu'on essayait de nous faire passer avec ces deux personnages. Déjà, avec cette relation déjà, et puis avec lui, que je trouve clichésque au possible, et pas forcément des clichés dont on a besoin maintenant.
Moi, j'ai pas réussi à comprendre pourquoi il avait eu cette évolution comme ça. Et j'ose espérer que le but c'était pas de me faire avoir la larme à l'œil quand il est mort, parce qu'au final j'en avais mais rien à foutre. Au final, bon vent, bon débarras, et j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire avec Eliana ensuite dans cette relation. Pourquoi t'es triste, meuf? Y a 2 chapitres, tu voulais lui trancher le lard, je comprends pas. Si, il y avait quelques petits. Un autre petit cliché qui m'énerve également, c'est. Je vous parle souvent de la communication dans les livres parce que j'ai l'impression que on s'en fout, enfin que on essaye de donner du suspense ou de donner de la tension en retirant tout sens de communication. C'est-à-dire que quand il découvre qui est l'hôte du démon, cette personne-là, elle ne le sait pas, elle n'est pas au courant qu'elle est l'hôte du démon. Et elle comprend que tout le monde sait qui c'est, sauf elle. Et du coup, elle demande au Premier ministre, vous savez qui c'est, est-ce qu'on peut en parler? Et le Premier ministre lui dit, plus tard, si tu le veux bien, ou on en parlera plus tard. Et ça m'énerve. Non, on n'en parle pas plus tard. Non, dis-lui maintenant. À quoi ça sert d'attendre plus tard? Le plus important dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même un démon qui va défoncer la tronche de tout le monde, qui a l'air super puissant, et qui fait pas de quartier et tout ça. D'ailleurs, il était intéressant, le démon, on va en reparler un petit peu. Et non, parlons-en maintenant. Dis-lui maintenant que c'est elle le démon. Dis-lui maintenant comment tu l'as découvert, histoire que elle puisse prendre une décision. Au final, quand il lui dit la décision, elle était pas ouf. Heureusement qu'il y avait Kaya pour sauver la situation, parce que Kaya, elle sert qu'à ça. Voilà. Le démon, il était sympa parce qu'il y avait cette idée bah déjà qu'il est tout puissant. C'est un monstre incroyable. Et lui non plus, il en a rien à foutre du bien et du mal. Son seul but, c'est de détruire. C'est le seul truc qu'il veut. Il veut tuer, il aime le sang, il veut. Voilà, c'est tout. Quand il se trouve un hôte, il commence déjà ses petits bordels. Sauf que pour la première fois, il entend la voix de l'hôte dans sa tête quand il prend le contrôle, ce qui n'était jamais arrivé. Et moi, je trouve ça super intéressant, toutes ces doubles voix. J'avais fait ça un petit peu dans ma tétralogie. Vous ne l'avez pas lu, parce que même si vous avez lu le premier tome sur Wattpad, qui n'y est plus, ce petit bout-là, il n'avait pas encore été mis en place, cette histoire de double voix. Mais enfin bref, moi j'adore ce genre d'histoire où il y a un conflit interne avec le personnage, où il n'est pas toujours tout à fait lui-même. Et j'avais beaucoup aimé, parce que ce personnage, au début, la première fois qu'il attaque, il attaque que le clan qui est son clan ennemi, et il fait comprendre à son hôte au bout d'un moment que bah c'était juste une faveur, c'était juste une première fois, parce que elle est puissante, elle est tellement forte qu'il est content d'avoir trouvé place en elle, mais qu'à partir de maintenant, c'est la fête. Il lui a juste fait une petite faveur, et puis maintenant il va défoncer la tronche à tout le monde, et il n'y a rien qu'elle puisse y faire. Donc moi j'ai trouvé ça très bien, j'ai mis 4 étoiles à cette histoire, elle m'a beaucoup plu, j'ai trouvé que l'univers était vachement élaboré et super clair, et j'ai trouvé que les personnages étaient bien travaillés, très intéressants, on s'y attache, même Kaya, je m'y suis un petit peu attachée quand même si elle sert à rien, et ça promet beaucoup pour la suite. Voilà. J'ai également lu, ils sont là-bas, j'ai la flemme de les amener, le tome 2, 3 et 4 de Paper Girls. C'était sympa, c'était la même chose en fait. Ma critique sont les mêmes que le tome 1. Attendez, j'ai une assistante. Ah, voilà, il suffit de demander. Tome 2. Non, je l'ai pas lu celui-là encore. Tome 3. Et tome 4. Donc au final, en fait j'ai rien d'autre à rajouter, juste que grâce à ces 3 comics que j'ai lus en une après-midi, j'ai atteint les 30 livres de mon challenge de lecture sur Goodreads. J'avais prévu de lire 30 livres cette année, donc du coup celui-là c'est mon 31e livre. Que dire sur Paper Girls? Il y a une super créativité, les personnages sont super attachants. Le seul souci, c'est que je sais toujours pas où est-ce qu'on se rend. C'est le genre de truc, en fait, je sais pas si c'est un truc de comics, le fait que on en est qu'au volume 4, donc du coup, évidemment, il va se passer d'autres choses. Mais j'ai l'impression d'avoir un trop plein d'informations, et qu'au final, je sais toujours pas ce qui se passe. Et c'est pas forcément très agréable, mais sinon la lecture est sympa, hein, ça se lit super vite. J'ai toujours un petit problème de rythme, mais je m'y suis faite. Donc je pense que c'est une question d'habitude, et voilà. C'est tout pour aujourd'hui.